Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que la plupart d'entre vous, et j'en fais partie, avons déjà vécu un sentiment de déjà-vu. Par exemple, nous sommes en train de discuter avec un ami et nous avons l'impression de revivre cette scène. Nous avons l'impression que ceci s'est déjà déroulé dans le même lieu, dans le même endroit, avec les mêmes mots, à tel point que nous saurons ce que va dire la personne en face de nous. Si, comme 70% de la population, vous avez un jour éprouvé cette sensation, vous savez à quel point cet instant est troublant. L'impression d'avoir déjà vécu ce qui se déroule sous nos yeux est si pénétrante que philosophes et écrivains y ont identifié une manifestation de la réincarnation. Dans un autre corps, dans une autre vie, on a vécu cette scène. Le phénomène a été décrit dans la littérature classique, par exemple par Dickens dans son roman David Copperfield, et son étude plus scientifique a commencé à la fin du 19e siècle sous l'impulsion de psychiatres, psychologues et neurologues. On doit en particulier au neurologue anglais Hugh Jackson d'avoir fait en 1888 une description précise du déjà-vu associé à une forme d'épilepsie. Ce neurologue avait constaté que certains patients épileptiques sont sujets à des déjà-vus fréquents, comme si la maladie favorisait ce type d'expérience psychique. Le terme utilisé et les définitions ont également varié au cours du temps. Les termes de déjà-vu et déjà vécu ont été pour la première fois utilisés par le médecin français Émile Boirac en 1876 et sont aujourd'hui les plus communément employés dans toutes les langues. La définition la plus répandue de ce phénomène a été donnée par le neuropsychologue américain Vernon Knepp, une impression subjective, c'est-à-dire ressentie et décrite par le sujet lui-même, et inappropriée de familiarité de l'expérience, en cours non associée à un souvenir précis. Le déjà-vu est une expérience qui s'observe dans deux situations, chez les sujets sains et chez des sujets atteints d'une forme particulière d'épilepsie, se développant dans le lobe temporal. Le déjà-vu normal a été étudié essentiellement par des questionnaires rétrospectifs soumis à des sujets ne présentant aucune pathologie cérébrale. À travers ces questionnaires, les personnes doivent décrire dans quelles conditions est apparu le déjà-vu, ce qu'ils ont éprouvé, quels étaient les éléments distinctifs de la scène, combien de temps a duré la sensation, à combien de reprises ce type d'expérience s'est produit au fil des années passées, etc. De cette façon, ont été réalisées plus d'une quarantaine d'études qui font ressortir quelques caractéristiques du déjà-vu normal. Comme nous l'avons évoqué, le déjà-vu normal est fréquent et plus des 2 tiers de la population a connu au moins une fois ce genre d'expérience. La plupart des sujets interrogés déclarent avoir vécu ce phénomène plus d'une fois dans leur vie. Seuls 10% des sujets font état d'un phénomène fréquent. Le neurologue Bartholomei nous dit que la sensation de déjà-vu est généralement associée à une impression de surprise, mais non à un état émotionnel intense, tel que la peur, l'anxiété, la colère, du moins dans le cadre du déjà-vu normal. Elle est essentiellement déclenchée par une scène visuelle et dure seulement quelques secondes. Les déjà-vus se produisent plus souvent chez un adulte jeune et sont plus rares après 40 ans. Hommes et femmes y sont soumis dans d'égales proportions. Certaines conditions les favorisent. La fatigue, le déjà-vu semble plus fréquent chez les personnes qui voyagent souvent, ou encore le stress. Alors, Bartholomei se pose la question suivante. Est-ce que certaines personnes sont-elles plus sujettes que d'autres au déjà-vu? C'est possible, mais on ignore si elles ont un profil psychologique particulier qui serait associé à ce type de phénomène, nous dit le neurologue. Le déjà-vu est si commun que lorsque celui-ci fait des cours aux étudiants en médecine sur les épilepsies, beaucoup d'entre eux viennent le voir à la fin du cours en se demandant, inquiets, s'ils ne sont pas épileptiques, car le déjà-vu est un symptôme classique de l'épilepsie temporale. Les descriptions détaillées de Jackson sont restées en une référence et ont fait de lui un précurseur de l'étude précise des symptômes des épileptiques. Jackson avait regroupé sous le terme d'état de rêve les impressions de déjà-vu, qu'il appelait sentiments de réminiscence, et des hallucinations concernant des scènes appartenant au passé. Il avait, pour la première fois, établi une corrélation entre ces impressions, d'autres symptômes de cette forme d'épilepsie et une pathologie de la face interne du lobe temporal. Les travaux de Jackson ne furent confirmés que bien plus tard, après l'invention de l'électroencéphalogramme, l'exploration chirurgicale des épilepsies et la possibilité de corréler le déjà-vu épileptique avec des décharges issues de structures temporales, point sur lequel nous reviendrons. Bartholomei nous dit que les épilepsies du lobe temporal sont les formes les plus fréquentes d'épilepsie partielle, épilepsie dans lesquelles les crises sont déclenchées dans une région localisée, dite focale du cerveau. Comme toute épilepsie, les crises traduisent une décharge excessive, prolongée et hypersynchrone des neurones de cette région, c'est-à-dire que tous les neurones se déchargent en même temps. Dans le cadre des épilepsies temporales, et quelle qu'en soit la cause, ce sont souvent les régions les plus profondes du lobe temporal, donc l'hippocampe par exemple, qui amorcent la décharge épileptique. On les appelle alors épilepsie temporale médiale, le foyer est dans le lobe temporal médian. De telles épilepsies sont souvent pharmacorésistantes, c'est-à-dire que les patients continuent de faire des crises malgré la prise de plusieurs médicaments antiépileptiques. Dans de pareils cas, on propose souvent une intervention chirurgicale visant à enlever les structures temporales épileptiques. Au préalable, un long bilan est proposé aux patients pour localiser précisément les régions cérébrales anormales. Les bilans ne sont dressés que dans des centres très spécialisés encore peu nombreux.
Parmi les examens demandés sont réalisées des explorations électrophysiologiques visant à enregistrer les crises des malades par caméra vidéo et simultanément les activités électriques cérébrales par encéphalographie. L'électroencéphalographie est pratiquée de façon courante par le poste d'électrode sur le cuir chevelu, mais aussi dans certains cas par des électrodes implantées dans le cerveau sous anesthésie, lesquelles enregistrent directement l'activité électrique cérébrale. Nous verrons comment ces techniques ont permis de mieux comprendre quelles régions du cerveau produisent les sensations de déjà-vu. Bartholoméi nous dit alors que le déjà-vu épileptique est très caractéristique des épilepsies temporales. Ainsi, d'après une étude récente où les neurologues ont repris les données obtenues chez plus de 172 patients examinés au moyen d'électrodes intracérébrales dans 2 grands centres français d'exploration pré-chirurgicale des épilepsies, plus d'un patient sur 5 disait avoir déjà vécu un déjà-vu pendant une crise d'épilepsie temporale. Le déjà-vu dans les épilepsies du lobe temporal est par conséquent un symptôme fréquent qui se manifeste lors de la phase initiale de la crise et que le patient est à même de ressentir et de décrire avant de perdre conscience. On parle alors d'aura épileptique. Contrairement au déjà-vu normal, le déjà-vu épileptique dure longtemps et en règle générale est associé à d'autres symptômes, tels une anxiété et une sensation douloureuse à l'estomac. En outre, il peut être suivi d'une perte de connaissance, nous dit Bartholoméi. Certains patients font état d'un sentiment d'étrangeté mal défini et ont parfois l'impression de pouvoir prédire l'avenir. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer cette expérience singulière. Mais ce phénomène reste énigmatique, même si les progrès réalisés sur le déjà-vu épileptique nous fournissent des informations sur le déjà-vu normal. Comme nous l'avons évoqué, le déjà-vu épileptique accompagne surtout les épilepsies du lobe temporal. Une perturbation des régions temporales est donc certainement en jeu dans le déjà-vu. Pour autant, le lobe temporal est une zone vaste qui comporte des structures neuronales interconnectées, remplissant des fonctions multiples, notamment dans la perception sensorielle, la mémoire et les émotions. Les travaux du neurochirurgien canadien Wilder Penfield en 1954 ont représenté un pas décisif à la fois dans la connaissance générale des fonctions cérébrales, encore obscures chez l'homme à cette époque, et des phénomènes cliniques associés aux épilepsies. Avec ses collègues, Penfield décrivit l'effet de la stimulation électrique directe du cortex cérébral. Les stimulations étaient effectuées chez des patients sous anesthésie locale afin d'explorer les territoires fonctionnels du cortex, c'est-à-dire pour répondre à la question « à quoi sert telle zone du cerveau, à quoi sert telle autre ?» Penfield a ainsi établi des cartes sensorielles et motrices de nombreuses régions du cortex. Il a également suscité chez certains patients divers phénomènes qu'il qualifia d'expérientiels. La stimulation de certaines zones du cerveau par les électrodes crée chez les patients des émotions de joie ou de tristesse, parfois aussi des sentiments proches du déjà-vu ou des réminiscences de scènes passées. Toutefois, du fait de la méthode utilisée, la sonde de stimulation était appliquée directement sur la surface du cortex. Penfield ne stimulait pratiquement que le néocortex, c'est-à-dire l'enveloppe la plus externe du cerveau, et n'avait que rarement accès aux structures plus profondes, telles le lobe temporal médian. Ceci explique certainement ses conclusions, qui furent à l'époque que ces phénomènes expérientiels provenaient du néocortex temporal, c'est-à-dire de la partie la plus externe de ce lobe. Il interpréta aussi le déjà-vu comme une illusion d'interprétation, c'est-à-dire un trouble de la comparaison entre l'expérience en cours et les informations stockées en mémoire. Bartholoméi nous dit que des études ultérieures ont confirmé que le déjà-vu pouvait être déclenché par la stimulation du lobe temporal chez des patients examinés dans le cadre d'une épilepsie. À partir des années 60, il devint possible d'enregistrer l'activité électrique cérébrale de façon plus prolongée avec des électrodes intracérébrales. Les électrodes intracérébrales, posées sous anesthésie générale chez des patients épileptiques, enregistrent l'activité électrique des structures cérébrales. Elles permettent d'identifier les régions qui causent les crises et de déterminer avec précision le volume chirurgical à retirer pour mettre fin aux crises. Des stimulations électriques de faible intensité, de l'ordre du milliampère, sont utilisées pour déclencher des crises ou reproduire le symptôme ressenti par le patient dans ces crises. La méthode d'implantation d'électrodes intracérébrales la plus précise est la stéréoélectroencéphalographie, mise au point dans les années 80 par le neurochirurgien français Jean Talleyrand. Cette méthode offre l'avantage de pouvoir enregistrer à la fois le néocortex et les structures profondes, car les électrodes sont enfoncées par voie latérale. Ainsi, à l'inverse de ce qu'avait obtenu Penfield, la plupart des équipes de médecins déclenchaient des déjà-vus en stimulant des structures temporales internes, telles que le complexe amygdalien ou l'hippocampe, seule structure temporale médiane explorée couramment à cette époque. Le fait que les stimulations de l'hippocampe et du complexe amygdalien produisent des épisodes de déjà-vu, associé au fait que ces zones sont critiques dans la mémorisation, a conduit les neurologues à penser que le déjà-vu est une perturbation transitoire des systèmes mnésiques. Le déjà-vu ressenti par les sujets épileptiques résulterait de l'activation, sous le fait des décharges épileptiques, d'un réseau impliqué dans la mémoire normale, nous dit Bartholoméi. Toutefois, dans toutes ces expériences, les phénomènes de déjà-vu étaient rares en comparaison du nombre de patients et de stimulations pratiquées.
environ 2% seulement des patients subissant des stimulations du complexe amygdalien ou de l'hippocampe. La plupart des neurologues ne retrouvaient pas de différence très nette dans la stimulation du complexe amygdalien ou celle de l'hippocampe. Et les théories proposées s'appliquent surtout au phénomène de réminiscence de scènes visuelles passées, plus qu'à l'impression de déjà-vu. En d'autres termes, la zone du déjà-vu devait se situer ailleurs, et ces expériences ne l'auraient stimulé que de façon imprécise. Selon les observations réalisées l'année dernière dans l'équipe de Bartholoméi, le déjà-vu serait lié à une petite partie de la région temporale interne, la région rhinale située sous l'hippocampe dans le sillon collatéral, à la face interne du lobe temporal. La région rhinale est elle-même divisée en cortex entorhinal et cortex péririnal. Le cortex péririnal est un lieu de convergence des informations sensorielles, issues notamment de la voie visuelle ventrale. Il achemine ensuite les informations au cortex entorhinal, lequel les transmet à l'hippocampe, où elles sont en partie mémorisées. Ceux-ci ont étudié en détail le rôle de ces structures dans le déjà-vu. Les neurochirurgiens savent depuis quelques années poser une électrode dans la région temporo-bassale, ce qui permet d'enregistrer l'activité sur la face interne des cortex rhinaux, pendant que d'autres électrodes mesurent l'activité d'autres parties du lobe temporal, notamment le complexe amygdalien et l'hippocampe. Les chercheurs ont ainsi observé que la stimulation de la région rhinale provoque des phénomènes de déjà-vu beaucoup plus souvent que la stimulation du complexe amygdalien ou de l'hippocampe. Ils se sont alors concentrés sur l'effet de la stimulation des cortex rhinaux. Ces résultats concernent 24 patients présentant une épilepsie partielle, pharmaco-résistante, ayant déjà été examinés au moyen d'électrodes intracérébrales pour la préparation d'une intervention chirurgicale. Chez ces patients, ils ont suscité un phénomène de type déjà-vu dans 11% des stimulations de la région rhinale. Rappelons qu'on ne dépasse pas 2% quand on stimule le complexe amygdalien ou l'hippocampe. La différence est par conséquent très nette et la région rhinale apparaît comme une zone critique dans la formation des déjà-vus. De façon intéressante, si certains de ces sujets avaient déjà ressenti ce type de sensation dans leur crise, d'autres n'avaient jamais eu de tels phénomènes dans leur crise habituelle. De plus, le déjà-vu pouvait être déclenché chez les patients dont la zone épileptogène n'était pas située dans le lobe temporal, c'est-à-dire même quand le cortex rhinal n'était pas situé dans une région impliquée précocement dans les crises. Alors, comment le cortex rhinal crée-t-il la sensation de déjà-vu? La description du phénomène n'est pas encore très précise, nous dit Bartholoméi, mais des études réalisées chez le singe soulignent le rôle joué par le cortex rhinaux dans la mémoire de reconnaissance visuelle. Lorsqu'on montre à un singe une collection de figures dessinées sur un papier, des bananes, des cercles, des triangles, il garde en mémoire le souvenir de ces formes. Si on lui apprend à dessiner, parmi une nouvelle collection d'objets où apparaissent par exemple des tiges et des pommes, les objets nouveaux et non ceux qu'il a déjà vus auparavant, on constate que les neurones de son cortex péririnal s'activent. Cette zone servirait ainsi à détecter ce qui est nouveau dans une scène et l'on constate que les singes ayant une lésion à ce niveau réussissent moins bien ce test. Voilà qui offre une interprétation plausible du déjà-vu. Imaginez d'abord que, par un jeu de décor d'un théâtre fabuleux, une équipe de techniciens dotés de moyens illimités reproduisent, à l'aéroport JFK, les moindres détails d'une scène que vous avez réellement vécue par le passé dans un autre aéroport. Chaque détail de cette scène était identique à une scène que votre cerveau a déjà enregistrée, même inconsciemment. La zone de la nouveauté ne s'activera pas. Logiquement, vous aurez l'impression d'avoir déjà vu tout cela, car vous l'avez vraiment déjà vu. Ayant vu le début de la scène, vous aurez le sentiment de pouvoir prédire l'instant d'après en puisant dans vos souvenirs. Mais imaginez maintenant, à l'inverse, que la zone de la nouveauté cesse de fonctionner pour une raison physiologique quelconque. Par exemple, un début de crise d'épilepsie ou un phénomène de fatigue cérébrale qui resterait à élucider. Bartholoméi nous dit que notre cerveau se retrouverait dans le même état que dans la situation décrite. Tout se passe comme s'il avait déjà vu cette scène, et l'apparent pouvoir de prédire la suite résulte de l'impression de puiser le déroulement de la scène dans nos souvenirs. Le déjà-vu serait-il simplement une défaillance cérébrale temporaire? Une telle défaillance résulterait, comme nous l'avons dit, d'un phénomène de fatigue cérébrale, ce qui est en accord avec le fait que les épisodes de déjà-vu surviennent préférentiellement lorsque l'attention se relâche ou que l'on est stressé. La zone cérébrale concernée serait moins alimentée et court-circuitée temporairement. Alors, dans ce cas, les preuves de la réincarnation, entrevues par les auteurs du 19e siècle, ne seraient que la version romancée d'un simple bug cérébral. Merci à vous et à très bientôt.